je fais partie d'une famille où, du côté maternel, mes grands-parents sont arrivés en Algérie en 1841 avec la compagnie genevoise qui les a brimés, qui les a volés autant qu'ils ont pu. Et ils sont installés donc à Inarnat. Et la famille de mon père est arrivée en 1870, quand la Lorraine est devenue allemande. Mon grand-père s'est engagé dans l'armée et il a été envoyé en Algérie. C'est là-bas, il s'est marié avec une Suisse et ils ne sont plus jamais revenus en France, sauf mon grand-père qui est venu faire la guerre de 14-18. Sur le front en plus. Donc à Verdun. Il était à Verdun. Le frère de ma grand-mère a été tué. Et mes oncles qui sont venus faire la guerre de 39-45. C'était leur seul lien avec la métropole. Comment avez-vous retrouvé toutes ces informations précises? J'avais un cousin qui était dans les PTT et qui passait son temps, pendant les vacances, à refaire l'arbre généalogique. Donc il est arrivé à d'années 80, d'années 80, c'est tout près de Falchbourg, c'est là où habitait la famille. Il a eu certains papiers et ensuite on l'a envoyé dans une autre ville, je cherchais à midi le nom, je ne sais plus, à 25 km d'ici, 25 km de Verdun. Et là, il a trouvé toutes les archives. Et j'ai tous les documents, et là, c'est remonté jusqu'en 1600 et quelques. J'ai des lettres que mon arrière-grand-père écrivait pour dire j'ai des enfants, je n'ai rien à manger, pourriez me donner une allocation en Algérie. J'ai les papiers. Moi, je suis née en 37 à Sétif. Je suis la première de 10 enfants. Bon, j'ai été baptisée au temple protestant à Inarnat. Tous mes petits frères et sœurs aussi. Et on a toujours habité la ferme que nous habitions, que mon grand-père avait construite avec son copain. Je ne sais plus dans son copain, mais ils se sont mariés à peu près ensemble. Mon grand-père a eu mon papa qui s'appelait André. Lui, il a eu un fils qui s'appelait Tahar. Et Tahar a toujours vécu, on a toujours vécu avec Tahar, sa femme et les enfants. Quand les hommes nous partaient dans les champs, c'était Tahar qui gardait les femmes à la ferme. Ou alors c'était lui qui partait quand mon grand-père restait. C'est une ferme que mon grand-père a construite sur des terres qu'il a achetées. Il a acheté ça aux Ouled Mosli, la tribu des Ouled Mosli. D'ailleurs, notre ferme s'appelle la ferme Ouled Mosli. Elle existe toujours, cette ferme, ma soeur? C'est des ruines maintenant, mais elle existe encore. Moi, je suis allée en 2022. Oui, je suis allée en 2022, avant de rentrer ici. Je voulais revoir Sétif et je suis retournée voir. J'ai des photos de la ferme, c'est des ruines. Mais les gens qui sont là, ben c'est comme je dis, je vais voir des amis, je ne vais pas voir des ruines. Mais quand on vous entend dire, maintenant c'est des ruines coloniales, bon, ça fait mal. Mais enfin, ou quand je vois que sur une terre, nos terres n'étaient pas riches, hein, le plus que j'ai entendu dire, c'est faire du 10 à l'hectare. Ce qui n'est pas... C'était pas... Ça nourrissait pas son homme. Sans compter les intempéries, les problèmes de maladie, de trucs qui font les sauterelles, les criquets, les gelées. Non, c'était pas... D'ailleurs, dans notre région, le plus grand colon, puisqu'on dit colon, on a toujours été agriculteurs, maintenant on dit colon, c'était Khaloubi. Quels sont les premiers souvenirs que vous avez de cette région-là? Déjà, au début, pour aller à l'école. On avait l'école qui était à 5 km. Et c'est Tahar qui nous accompagnait avec le cabriolet et la jument. Et donc on allait, en hiver, on portait notre morceau de bois dans le cartable pour chauffer l'école. Et puis on avait une tante là-bas, donc on mangeait chez elle. Et puis on revenait le jeudi soir, le mercredi soir et le samedi soir à la ferme. Parce qu'à l'époque, le jeudi, c'était... Et ça, c'était... Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, vous voyez, ce que j'ai aimé, c'est que de toute petite... ma grand-mère, surtout, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, elle me disait il faut que tu apprennes à faire tout, parce que quand tu te maries, il faut que tu sois capable de tenir une maison. Donc, on avait Mekdouda, qui était notre première maman, parce qu'elle nous prenait dans ses bras, elle disait « Ya benti, ya benti, ya benti ». Et puis elle nous embrassait. Donc, on a dit « Yamman » avant de dire « maman ». Alors, moi, je me rappelle, par exemple, quand il y avait le beurre à faire, soit dans le chequois, soit dans la baraque, on nous asseyait, on mettait les 3 piliers, on nous asseyait, puis on nous disait allez, vas-y, et en avant. On le faisait. Tout le monde mettait la main à la pâte. Oui, on faisait la pâtée des chiens, on allait manger les chiens, on allait... Tout le monde avait... les enfants étaient bien à contribution, voilà. Il y avait pas... Et ma grand-mère me disait,
Mekdouda lave le linge, mais tu l'aides à rincer et tu étends. Et les enfants jouaient ensemble? Ah ben oui, on jouait ensemble. Vous parliez comment? À l'époque, quelle langue vous parliez? Vous parliez le français déjà? Alors, ouais. on parlait français, mais mon grand-père, mon père, ma grand-mère, tout ça, ils parlaient arabe. Entre eux, ouais. Pour que les enfants ne comprennent pas? Exactement. Mais sinon, mais moi, je ne suis jamais arrivée à parler l'arabe parce que je n'ai pas l'accent. Et on m'a dit qu'on s'était moqué de moi. Ah, donc ça vous a bloqué? Ça m'a bloqué, ça a été terminé. Mais mes frères, et tout le monde parlait arabe. Tout le monde parlait arabe. Et puis voilà, puis après, quand on est arrivé à l'âge, au niveau C8e, CM1, 6e, 2, exactement. À l'école, au village, il n'y avait plus d'école. Ça s'arrêtait là. Donc, mes parents ont décidé de nous mettre en pension. Et le papa et sa sœur, on habitait dans la même ferme, parce que mon grand-père, il a gardé ses enfants avec lui. Ensemble, bien sûr. Bah oui. Donc, on nous a inscrites chez les sœurs. Et les sœurs, à Sétif, nous ont pris. Donc, on est allé pensionnaire chez les sœurs. On rentrait à la rentrée d'octobre. On sortait pour la Toussaint. On avait 8 jours. Puis on rentrait. Et là, je suis restée pensionnaire de 46 à 55. Qu'est-ce que ça vous a donné comme valeur, cette éducation, cette scolarité auprès des sœurs? C'est-à-dire qu'ils ont choisi les sœurs parce qu'il n'y avait pas de choix. Il y avait soit le lycée, soit le lycée de filles, soit l'école des sœurs. Donc ils ont choisi l'école des sœurs parce qu'on était petites et qu'on serait peut-être plus entourés, plus en famille, plus... voilà. Vous avez une anecdote par rapport... Est-ce qu'il y a une sœur qui vous a marqué particulièrement? Est-ce qu'il y a un enseignement qui vous a marqué, une ambiance? Aujourd'hui, quand on évoque cette période, quelle est l'image qui vous vient à l'esprit? Moi, je vais vous dire, ce qui m'a frappé d'abord chez les sœurs, c'était qu'elles aimaient les pauvres et qu'elles s'occupaient des pauvres. Moi, ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Nous, papa, ne pouvant pas payer la scolarité normale, elle nous faisait un prix. Mais en contrepartie, quand il y avait la récolte des pommes de terre, il lui donnait 3 ou 4 quintaux. Quand on tuait le cochon pour Noël, elles avaient leur part de charcuterie, elles avaient leur dinde, la dinde pour Noël. C'était ça le principe, effectivement. Voilà, il lui portait le terreau pour rechanger les pots de fleurs. Voyez. Et moi, ça m'a frappée. Et je me suis toujours dit, quand je serai grande, je m'occuperai des pauvres. Grand bien vous a pris, parce qu'on verra que... C'est ce que j'ai... Et alors, il y avait une sœur que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle m'a fait la classe. Et je l'aimais. Elle était originaire de Annaba. Ah, plus, oui. Donc... et finalement, c'est en la voyant vivre que ça m'a donné l'idée de faire religieuse. Et je me suis dit, si je suis religieuse, comme elle, je m'occuperai des pauvres. Vous aviez un modèle exemplaire. J'avais un modèle. Vos parents ont pris comment l'annonce de cette décision? Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Est-ce que ça les a étonnés? Vous êtes l'aîné des enfants, c'est ça? Oui. Vous quittez du coup, vous allez faire votre scolarité donc chez les sœurs jusqu'à quel âge? Vous dites 55. Pourquoi ça s'arrête en 55? Vous avez 20 ans? 55, j'ai mon... Vous êtes de 35 ou 37? 37. Alors, 18 ans, oui, pardon. J'ai passé le BEPC et après j'ai passé le BE, brevet élémentaire. Mais je ne pouvais pas aller en pension ailleurs parce qu'il fallait payer. Et puis il fallait quitter, en plus il fallait sans doute aller... Et papa laissait sa fille, vous savez comment c'est... Même s'il était français, il avait bien la mentalité de chez nous. Oui, c'est ça. J'ai joué avec les garçons et tout jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. Et après c'était stop. Et quand Tahar et la Fatima, qui était un peu plus âgée que moi, il a bouclé Fatima pour la marier, papa m'a dit, tu vois ma fille, maintenant tu commences à être grande, tu vois Fatima, elle reste à la maison, elle apprend à faire la cuisine, bon toi maintenant il faut apprendre... Donc, j'allais à l'école, j'étais habillée comme tout le monde, mais c'était fini, je n'allais plus jouer avec les garçons. 55, c'est vos 18 ans? Les sœurs m'ont demandé si je pouvais rester pour enseigner.
à l'école, j'enseignais dans les tout petits. Et en même temps, j'ai appris à faire la classe. Parce que la sœur dont je vous parlais, elle se mettait au fond de la classe. Je faisais la classe, elle écoutait, et puis après, elle me faisait la critique, et on refaisait les fiches, et on revoyait. Donc elle m'a appris, et ça, j'ai beaucoup aimé, de voir qu'on me donnait de la valeur, qu'on me considérait, enfin. On parle de 55. Quel était le climat? Est-ce qu'au début de la guerre d'indépendance, 8 mai 45, mais vous êtes trop petite pour savoir. Je me rappelle très 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 bien. Nous étions à la ferme, le portail était ouvert, grand ouvert, et c'est Tahar qui est venu et qui a dit à mon grand-père, ça chauffe, affectif, ferme tout. Donc on a fermé le portail, et comme on était loin, qu'on n'avait pas de téléphone, qu'on n'avait rien, on avait les nouvelles par ceux qui venaient, par les Algériens qui étaient là-bas qui revenaient. C'est par eux qu'on avait les nouvelles. C'est que plus tard que vous avez compris la raison du 8 mai 45. C'est après. Oui. C'est après, surtout quand on a dit des âneries sur ce qui s'est passé. Parce que le monsieur Denier, que mes parents connaissaient très bien, qui a eu les 2 mains coupées, ça a fait du bruit. Le cousin Germain de papa qui a été tabassé alors qu'il était au marché, parce qu'il c'est était bien de le dire, c'est bien de le dire, ma soeur. Bon, il n'est jamais trop tard pour le dire. Il en est mort. Bon, c'est ça. Et ce jour-là, il y avait un défilé à Sétif, c'était la... On commémorait la libération en France. La libération, et les sœurs étaient avec toutes les élèves dans le machin. Donc elles nous ont raconté, après elles ont couru avec les élèves dans le jardin des sports, et comme il y avait des sarcophages un peu de Romains, elles ont caché les gosses là-dedans, et quand ça a été fini, elles sont venues à l'école. L'école, c'était tout près de la rue, il y a eu 30 Européens de tués. Et puis après, c'est fini. On n'a plus jamais reparlé. Ça n'a plus reparlé. Et puis on a recommencé à vivre normalement. Normalement. Ferhat Abbas, papa le connaissait très bien. Il avait sa pharmacie près de l'école, on se servait là. D'ailleurs, en 2022, quand je suis allée, je suis retournée à la pharmacie Ferhat Abbas. Et on m'a dit, tout est comme à l'identique. J'évoquais, j'arrive à la guerre d'indépendance. En 55, qu'est-ce que vous avez, vous? Est-ce que vous sentez déjà qu'il est en train de se passer quelque chose? On a parlé du 8 mai 45, mais est-ce que la région de Bordj-Bouarij, Sétif, dans la région dans laquelle vous allez grandir, parce que vous n'avez pas tellement bougé en fait, vous êtes resté essentiellement dans votre région de naissance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a alerté sur le fait que les comportements changeaient, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer? Est-ce que vos parents ont imaginé un moment, ont été inquiétés? Est-ce qu'à un moment, les parents ont évoqué la possibilité de quitter l'Algérie ou jamais? Jamais j'ai entendu dire qu'ils quitteraient l'Algérie. Jamais. Comme disait mon grand-père, on est là, on vit au milieu des Algériens. Il me dit, regarde, le marabout, il me porte pour que je lui garde son argent. Il disait, nous, on ne risque rien. On est là, on est chez nous, on vit avec eux, on ne risque rien. Et en effet, on ne risquait rien, parce que Tahar, il avait dit à mon grand-père, très honnêtement, écoute, si un jour je viens et que je te frappe à la porte du volet de la chambre, et que je te dis, patron, sors, ne sors pas. Ça veut dire que, qu'il l'aura fait sous une certaine contrainte ou menace. Tu ne sors pas. Donc ça, pour nous, c'était assuré. C'était une assurance, c'était une confiance. Et puis, il avait dit, tu sais, si jamais on me dit, tue ton patron ou on te tue, il a dit, je te tuerai. Parce que moi, j'ai des enfants. Pendant cette guerre, est-ce que vous avez souffert de... Enfin, j'imagine que c'était une période un peu compliquée. Est-ce que vous avez pu continuer l'activité? Est-ce que les relations avec les Algériens ont changé? Vous avez senti une différence ou pas? Il y a eu l'indépendance. Mes parents sont partis en septembre 63. Ils nous ont pris la ferme. Ils ont échoué à Verdun. Et Verdun, du fait des attaches anciennes, familiales? On n'avait plus personne. Pourquoi Verdun, alors, vous savez? Parce que il y avait du travail peut-être là. Parce que ma sœur était mariée avec un militaire et il était en garnison à Verdun. D'accord. Ouais. Ils auraient mieux fait de rester à Marseille.
dans les témoignages que je collecte de personnes qui sont nées en Algérie, qui ont quitté l'Algérie au moment de l'indépendance ou quelques mois après, effectivement, tous abordent la manière dont ils sont accueillis, qui est pas, on vous attendait pas les bras ouverts, quoi. C'est ce que disaient mes oncles, les deux frères de papa, qui ont fait le débarquement de Provence. En 42. Et ils disaient, quand on est arrivé en 42, tous les gens nous sautaient au cou, on était les sauveurs, les héros. On était les sauveurs, on était les héros. Et quand on est arrivé en 62, ils nous ont dit, foutez le camp chez vous, qu'est-ce que vous faites ici? Et vous, donc vos parents quittent l'Algérie, vous restez en Algérie? Mais le plus beau, c'est que quand ils sont partis, j'étais à Alger, et j'ai pas su qu'ils partaient. Ah! Ben non. Parce qu'il fallait qu'ils partent... Ils se sont sauvés pratiquement. Et ils se sont sauvés, ils sont allés donc à Sétif. Pour le lendemain, ils devaient aller à Constantine pour prendre l'avion, pour rentrer en France. Et pendant qu'ils étaient à l'hôtel, il y a des ouvriers qui sont venus lui dire ne pars pas par Constantine, ils t'attendent pour te tuer. Pars par Alger. Donc ils ont changé, ils sont repassés par notre ferme, ils sont partis à Alger, ils ont pris l'avion à Alger. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Marseille. Et de là, ils sont partis à Verdun. Est-ce qu'avec vos parents évoquaient, du jour où ils sont arrivés en France, est-ce qu'ils ont évoqué le fait de retourner un jour en Algérie? Est-ce qu'ils parlaient de l'Algérie d'ailleurs? Alors là, moi je suis restée en Algérie. Oui, les contacts étaient peut-être... plus de contact avec eux, par lettre, c'est tout. Oui. Mais je sais que mon père envoyait des colis à Tard. Alors que lui, il n'avait pas pour ses gosses. Mon grand-père est mort. Il est mort en racontant des histoires à ses ouvriers en arabe. Et ses deux fils qui étaient à côté, ils m'ont dit, il est là, il allait mourir. Et il racontait des histoires. Et il riait. Il dit, on a bien compris qu'il racontait des histoires aux ouvriers. Et il riait, il a dit, si bien que nous, on riait avec lui. Et il est mort comme ça. Il est mort en 73. Et donc vous êtes séparés de vos parents puisque vous restez en Algérie. Le lendemain de l'indépendance, est-ce que quelque chose change fondamentalement pour vous? 19 mars, à Alger, l'assassinat des... des inspecteurs dont Mouloud Feraoun, Ali Hamouten, Voilà. Salah Ould Daoudia. Les écoles ont été fermées le 19 mars. On est resté sans élèves jusqu'au mois de septembre. À Alger, toutes les écoles fermées. Nous, les pensionnats. Et donc, on a fermé le 19 avec toutes les Européennes. Tous nos élèves étaient presque des Européennes. Quelques Algériennes, toutes les Européennes. Et on a ouvert au mois de septembre, pas une Européenne, que des Algériennes. Et on a recommencé la classe, comme si rien n'était. Et ça, je l'ai vécu, j'étais à Alger, à Sainte-Geneviève. Et ça s'est fait normalement. Oui. Vous n'avez pas senti, de tout ce temps que vous avez passé, entre autres après l'indépendance, vous vous êtes senti algérienne en fait. Vous étiez dans votre élément. On ne vous a jamais dit de partir, par exemple. On m'a jamais dit de partir. Et vous étiez en contact avec la population. Bien sûr. Et la communauté des sœurs à l'époque était importante? Vous étiez nombreuses à rester à Alger? Oh, on a été jusqu'à 500, nous autres. Et on a terminé à 2. C'est-à-dire qu'en 1976, à la nationalisation des écoles, les religieuses toutes celles qui étaient âgées n'ont pas voulu rester. Mais il y avait une raison, c'est que quand on est âgé, on a plus besoin de soins, on a plus besoin de médicaments, on a plus besoin. Et puis sur Alger, c'était plus possible de le faire. Donc elles ont décidé de les envoyer, comme on avait des maisons de retraite en France. Et puis comme elles étaient quand même... on était quand même françaises, mais pas françaises. Il y avait les Françaises nées en Algérie, il y avait les Françaises nées en France.
on avait des Italiennes, on avait des Espagnols, on avait des Allemandes, on avait des Belges, on avait des Luxembourgeois. Donc, c'était pas français, c'était pas français. On était mélangés. Hein. Donc, les Luxembourgeois sont rentrés au Luxembourg, les Belges en Belgique, les Espagnols sont venus en France. Voilà. Ça, c'est 76, hein, c'est ça que vous disiez. Oui. Moi, je suis restée et je me rappelle très bien, à un moment donné, avant la nationalisation des écoles, ça nous est tombé dessus un petit peu par hasard parce qu'on ne pensait pas que ça viendrait. Mais nous, nos supérieurs nous avaient dit, au cas où on ne puisse plus faire l'enseignement, on avait le choix. Soit vous rentrez en Europe ou dans vos pays d'origine, ouais. Soit vous choisissez d'aller dans un autre pays et vous nous dites lequel et pour faire quoi, soit de rester en Algérie quand même. Et moi je me rappelle, j'ai mis moi je reste en Algérie même pour laver des parterres. Ça avait le mérite d'être clair. C'était clair. Et je suis restée jusqu'en 2023. Ouais. Donc on ne peut pas dire qu'on nous a mis à la porte de l'Algérie. Les sœurs, nous, dans notre congrégation, on ne peut pas le dire. Celles qui sont parties, c'est celles qui ont voulu partir. Bon, moi, on m'a demandé de rentrer, c'est pas vrai. Mais je comprends très bien que je ne pouvais pas rester. Je ne peux pas rester toute seule là-bas. Bien sûr, oui, parce que comme vous l'évoquez, vous étiez, au final, il ne restait plus que 2 sœurs. 2. Et entre 1976 et 2023, date à laquelle vous quittez définitivement l'Algérie, quelles sont vos occupations? Quelles sont les personnes que vous allez rencontrer? Parce que c'est important d'évoquer que la vie religieuse en Algérie s'est continuée bien au-delà de l'indépendance, qu'il y a eu quand même que les différentes religions ont continué à s'exercer, à se côtoyer. Alors moi, quand j'étais à la retraite, déjà quand je faisais la classe, je dis j'allais visiter les familles. Quand j'étais à la retraite, le père Clavry, qui était assassiné, m'a demandé si je ne voulais pas m'occuper des personnes âgées, donc européennes. Donc je m'occupais des personnes âgées européennes. Ça nous permet, ma soeur, de rappeler qu'après l'indépendance, il y a quand même beaucoup d'Européens qui sont restés en Algérie. Oui. Il n'y a pas eu que la fuite comme on veut. Et il y a eu des femmes françaises mariées à des Algériens qui sont venues. Elles ont vieilli aussi. Ouais. Donc il y a ça. Et puis, donc je m'occupais des personnes âgées, mais comme dans chaque personne âgée, elle était au milieu d'une famille algérienne, ce qui fait que ça m'a fait des relations très très grandes, parce que je ne pouvais pas aller voir la famille algérienne. La famille française, les Algériens étaient dedans, ou elle était là-bas, ou elle était là. Jamais vous les trouviez à leur place, c'était toujours chez l'autre. En tout cas, vous étiez considérée comme une Algérienne à part entière. Ah oui, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de distinguo, il n'y a pas eu de... Non. Vous avez, pendant tout ce temps, bougé un petit peu, parce qu'on disait que de votre naissance à la scolarité, vous l'avez faite essentiellement à Sétif. Oui. Vous êtes à Alger, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager, de découvrir un peu l'Algérie? Alors, en partant soit d'Alger, soit d'Oran. Je suis allée à Gardaïa, La Gouate, El Goléa, Timimoun. Vous connaissez mieux l'Algérie que moi. Beni Abbès. Et puis je connais toute la région Tlemcen, Mascara, Sidi Bel Abbès, Mostaganem. Maintenant du côté d'Alger. Comme on avait une école à Blida, je connaissais. Oui. J'ai été 1 an à Blida. Je connaissais Blida. Je connaissais Boufarik, on avait une école à Boufarik. Et Ménerville, Tizi Ouzou, j'étais à Michelet, j'étais à Beni Yeni, j'étais à Sidi Aïch, j'étais à Bougie, à Béjaïa, oui. J'ai un oncle et une tante qui sont enterrés à Béjaïa.
Là, j'ai été à Agbou, Gigel, Skikda, Constantine. Vous avez, quand on évoque ces souvenirs, là, c'est encore présent dans votre esprit, c'est... Oui, oui. Oui, je leur dis, mon corps est ici, mais ma tête elle est là-bas. Ça fait que 2 ans que je suis là. Alors, Oui, parce que vous êtes rentré donc il y a 2 ans. Parlons des choses qui sont peut-être un peu fâcheuses. C'est qu'à un moment, on vous a dit, vous ne pouvez pas rester, c'est ça? Ou vous auriez pu rester au-delà de 2023? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez effectivement de la famille enterrée en Algérie. Beaucoup de quand je suis retournée à Inarnat, pour vous dire, je suis retournée au cimetière. La grille était, le portail était fermé au cadenas avec la chaîne, mais le mur était cassé. On pouvait passer, oui. Donc il y avait les moutons qui paissaient là, dedans. Ma petite sœur, j'ai retrouvé un bout de marbre bleu. La tombe de ma grand-mère, je l'ai pas retrouvée. Le cousin de ma mère, le caveau était vide, il était rempli de boîtes de conserve. Ben, comment voulez-vous que je suis retournée plusieurs fois à Sétif, je suis retournée plusieurs fois à Inarnat. De la route, je disais, je prie pour vous, je n'ai jamais plus remis les pieds. Je me suis dit, je ne veux pas me faire mal. Oui. Et je sais qu'ils ont construit un village, ils ont construit des maisons. Et ça, je ne veux pas le savoir. La douleur est suffisamment... C'est fait, c'est odieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça reste votre pays et depuis que vous l'avez quitté en 2023, vous l'avez dit, hein, vous êtes ici, mais votre... Voilà. Mais ça... Je vais vous dire, mon frère qui est à Verdun est rentré donc en 63. Il était né en 47. Oui. Ça fait quel âge ça, 47 à 63? 16 ans. 16 ans. Tous les ans, quand je venais à Verdun pour voir maman, j'étais chez lui. Avant de me dire bonjour, il me disait « Comment ça va là-bas ?» Tu te rends compte? Et même maintenant, quand je vais, il me dit « Tu as des nouvelles de là-bas ?» Ouais. Et alors... il n'a pas fait son deuil, lui non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mes frères, c'est comme ça, c'est pas du tout. Quels sont vos liens avec l'Algérie aujourd'hui? Je suis l'actualité. J'ai des amis. J'ai des sœurs. Il y a un prêtre qui est resté là-bas qui me donne des nouvelles. Voilà. Je ne suis pas sans... Et puis alors, avec les dames, les Algériennes qui sont là, oui. par elles, j'ai... C'est une manière... Vous êtes trouvé une nouvelle famille, même si c'est une famille de substitution, mais ça vous permet de recréer votre monde comme ça. Ouais. C'est la même ambiance, disons, avec elles. Vous vous êtes retrouvés. Parce qu'en France, c'est mortel. La supérieure m'a dit... L'année dernière, elle m'a dit, alors comment ça va bien? J'ai dit, oh, bon, c'est ouvert la porte. Hein. Oui. Je veux bien que vous me disiez un mot, si vous êtes d'accord, sur le père Clavry que vous avez rencontré. Le père Clavry, je l'ai connu à Alger. Je crois que c'était en 63 ou 64 quand il est arrivé. Il était né à Alger. Donc, quand on a fait connaissance... Vous aviez ce point-là commun déjà. On avait ce point-là commun. Et puis, bon, je l'aimais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai eu des difficultés. Et c'est lui qui m'a aidé à passer outre. À passer outre. Après, moi, j'ai quitté Alger en 60... 74. J'ai quitté à 74, j'étais nommé à Oran. Il est arrivé comme évêque d'Oran. Je ne sais plus en quelle année, mais 3 ou 4 ans après. Donc là, après, c'était notre chef. Donc à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de ses parents, qui étaient malvoyants tous les deux. Et quand il venait le voir, donc il me disait, Sœur Claire, vous vous occupez de mes parents. Donc
quand ils sortaient, je sortais avec eux. Voilà. Et puis, il est enterré en Algérie. Non, ils sont enterrés en France. Ah, d'accord. Eux, ils ont quitté l'Algérie en 62. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. On parlait effectivement du fait qu'il avait été du coup nommé à Oran. Oui. Alors là, j'allais à l'évêché. Tout en faisant la classe, j'allais à l'évêché. Je faisais l'arbre de Noël, j'aidais la vieille sœur qui s'occupait un petit peu, je mettais des fleurs à la chapelle. Après, il avait perdu sa maman, donc je lui achetais des fleurs. Et puis je lui mettais dans sa chambre à la photo de sa maman. Et puis on avait des réunions, toutes les sœurs ensemble. Et le fait qu'il soit assassiné, c'est ça qui a tout débloqué. Parce que quand vous aimez quelqu'un qui meurt de maladie, c'est une chose. Mais quelqu'un qui est assassiné, c'est une autre chose. Vous m'autorisez, qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Algérie? Est-ce que c'est une question que je m'autorise à vous poser? Qu'est-ce qui vous manque le plus? La nourriture. C'est vrai? Le couscous, la chorba. Donc, je vous fais la promesse, ma sœur. Si Dieu nous prête vie, j'ai promis à mes amis Jocelyne et Bernard Dôme de revenir leur faire un couscous. Et on le mangera ensemble, d'accord? Ah oui, volontiers. Volontiers. Les bredges et tout ça. Moi, je vais bien m'acheter des choses à Auchan, mais... Oui, c'est pas la même chose. Merci beaucoup, ma sœur. Et puis là, ce qui me manque, c'est la convivialité. J'entends. C'est la simplicité. Le vivre ensemble, oui. Là-bas, on ne se connaît pas, on s'embrasse. Ici, bonjour ma sœur. Là-bas, on ne se connaît pas, on s'embrasse. Ici, bonjour ma sœur.